Depuis maintenant quelques années, le pervers narcissique est devenu un incontournable sur Internet. Il est sur Doctissimo, Psychologie.com, le journal des femmes et peut-être même sous ton lit. Comme vous pouvez vous en douter, la description du pervers narcissique varie énormément d'un site à l'autre, mais on a à chaque fois quelques éléments en commun. Le narcissisme, cet amour démesuré de soi-même avec un besoin de reconnaissance des autres, et la perversion. Cette reconnaissance est obtenue par n'importe quel moyen. On leur reconnaît des capacités de séduction, de manipulation, ainsi qu'une tendance à enfermer leurs victimes dans des sortes de prisons mentales dont elles ne peuvent plus s'échapper. Cependant, dès qu'on passe la frontière du scientifique et qu'on s'éloigne de la presse populaire, là, il n'y a plus grand-chose. Mais qui de mieux pour parler de ce sujet que Bhaskar de la chaîne Hypnomachine qui nous fait l'honneur de nous rejoindre sur cette chaîne aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Eh bien, en effet, le principal problème, c'est qu'on n'en touche jamais un seul, on n'en voit jamais un seul. Il y a énormément de professionnels de la santé mentale qui s'autorisent justement tout en étant, on va dire, cachés par le titre qui légitime leurs paroles. Il y a énormément de professionnels de la santé mentale qui s'autorisent à dire, voilà, votre ex-mari est un pervers narcissique, votre père est un pervers narcissique, sans jamais les rencontrer directement. Or, dans la profession, on sait que faire un diagnostic comme ça, par récit de personnes qui plus est jugées parties interposées, est une énorme prise de risque et comporte de nombreux biais méthodologiques. C'est assez étonnant d'avoir un profil si bien identifié dans les journaux courants, mais par contre aucune étude et rien qui porte réellement sur le sujet. Pour tout vous dire, j'ai même beaucoup hésité à traiter ce sujet, tellement il est inscrit dans la culture populaire et que j'avais un peu peur de me faire défoncer en commentaire, mais je me suis dit qu'à Neurovision, on encourage l'esprit critique et la recherche d'informations fiables. De plus, je pense que je peux commencer à faire confiance à ma communauté, et alors ce serait bête d'éviter ce sujet. En préambule, je voulais aussi parler d'extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Souvent, les pervers narcissiques se retrouvent dans des témoignages horribles avec de la véritable torture psychologique. Cette vidéo n'a absolument pas vocation à remettre en cause ces témoignages, ni à remettre en cause les souffrances vécues. Remettre en question le diagnostic de pervers narcissique n'est pas remettre en question la parole des victimes, et je trouve que ce sont deux aspects trop souvent confondus. Ouh, c'est fini, maintenant on peut y aller. Le terme de pervers narcissique a été utilisé pour la première fois en 1986 par le psychiatre et psychanalyste Paul-Claude Racamier. Un des points qui me semble le plus faible dans la thèse de Racamier, c'est qu'il ne définit pas ces concepts avec clarté. La notion de perversion narcissique étant tantôt présentée comme étant une structure, donc le propre d'une structure, c'est que c'est quelque chose de cristallisé dans le psychisme de l'individu et que ça ne va pas changer comme ça en 5 ans, et qu'a priori on est avec une structure et on meurt avec cette structure, tout ce qu'on peut faire c'est apprendre à vivre avec cette structure, mais qu'il n'y aura pas de changement profond puisque ce serait, en théorie en tout cas, censé être lié aux premières années de la vie lorsque le système nerveux se développe et qu'à un moment donné on a passé ce qu'on appelle une période critique, c'est-à-dire un moment où quelque chose était censé s'installer, ben paf, ça ne s'est pas installé, donc à partir de là, ben, on va devoir faire avec jusqu'à la fin de nos jours. Lorsque j'ai sorti mon livre justement sur la perversion narcissique, eh bien je me suis pris une volée de bois vert, puisque ce livre remet en cause le concept même de perversion narcissique comme étant un modèle pertinent, et j'ai donc naturellement un certain nombre de psychanalystes qui sont venus comme ça pour dénigrer mon travail là-dessus. Alors lorsque je leur ai demandé de définir avec clarté leur concept, eh ben là il n'y avait plus personne. En revanche, ils savaient manier la langue et la rhétorique pour essayer de donner à mes propos une connotation plus ou moins désagréable, mais je n'ai jamais eu de réponse sur le fond. J'en ai invité plusieurs en débat, tous ont refusé. Le terme s'est ensuite popularisé, notamment avec l'ouvrage d'Alberto Heger, Le pervers narcissique et son complice. La suite, on la connaît tous. Le grand public s'empare du terme. Et on commence à le voir un petit peu partout, souvent avec un jugement de valeur très négatif. Des témoignages de victimes, des émissions télé, et surtout putain de psychologie.com. Je déteste psychologie.com. Néanmoins, est-ce qu'il suffit qu'un terme soit aussi répandu pour en faire un outil psychologique? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose de plus pour que ce soit de la science? Comment sont définies les maladies mentales actuellement? Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans ma vidéo sur les paraphilies et surtout que je compte faire une grosse vidéo sur le sujet. Abonnez-vous si vous voulez pas la manquer. Néanmoins, retenez qu'il y a quelques outils qui font autorité dans le domaine. Il y a le DSM, rédigé par l'American Psychological Association, et la CIM, qui vient de l'OMS. Ces deux ouvrages permettent de se mettre d'accord sur les termes utilisés. D'ailleurs, Bhaskar, qu'est-ce que tu trouves pour pervers narcissique? Dans le DSM, à ce sujet, on n'a absolument rien. Vraiment rien?
Ah bah si tu veux, je peux vérifier un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Trouble d'excoriation compulsive, hyperphagie, frotteurisme, trouble du contrôle sphinctérien. Non, 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 rien, aucune trace de la perversion narcissique dans le DSM. Ok. Peut-être que certains dans les commentaires vont me faire remarquer que le DSM et la CIM ne sont pas si valides scientifiquement que ça, et vous auriez carrément raison. Mais on va parler de tout ça. Nous avons néanmoins le trouble narcissique, qui est référencé dans les troubles de la personnalité. Ce sont des personnes avec un ego surdimensionné, qui vivent avec un besoin d'admiration constant. Mais de suite, on a plus l'image d'un enfant roi et hautain qu'un monstre manipulateur. C'est pour ça que le terme de pervers y a été ajouté. Mais celui-ci vient de la psychanalyse et c'est un domaine que je connais extrêmement peu, voire pas du tout. Alors Bhaskar, vous fera un plaisir de vous en parler bien mieux que moi. En fait, le terme pervers est bien antérieur à la psychanalyse. Il renvoie en fait à la morale judéo-chrétienne, puisque pervers, ça vient de pervertere, ce qui est à l'envers. Donc quand on utilise le terme de perversion, ça signifie ni plus ni moins qu'on se place dans un espace épistémologique où l'on prétend savoir ce qui est le vrai, ce qui est à l'endroit, ce qui est normal. Or ça, idéologiquement, c'est très très difficile à défendre, surtout au XXIe siècle, après être passé par tout le siècle des déconstructivistes, les Deleuze, les Guattari, les Derrida, etc. En fait, en réalité, nous n'en avons aucune idée. La vie essaye de se chercher malencontreusement, comme elle peut, elle survit, elle s'adapte. Elle fait ce qu'elle peut, elle fait de son mieux, mais en tout cas, on n'a aucune idée de savoir qu'est-ce qui est vraiment le vrai et qu'est-ce qui est vraiment à l'endroit. Un diagnostic de maladie mentale n'est pas une recette de cuisine où on met un petit peu ce qu'on veut et on regarde ce qui se passe. Il faut des études faites sur un échantillon représentatif de personnes. Ce qui est fait avec la notion de pervers narcissique n'est pas scientifique du tout. Mais alors pas du tout. Or, pour un sujet aussi important et sensible que la maladie mentale, on n'a pas le droit d'aller à l'instinct. Il faut des bases théoriques fiables. Une base théorique fiable? Mais on ne sait pas ce que c'est une base théorique fiable, puisque en science, on ne fait que chercher, on ne fait que compiler des hypothèses, mais jamais une base théorique n'est fiable. Bon, ok, effectivement, à ta décharge, on sait en tout cas ce que c'est qu'une base théorique pas fiable. Les troubles mentaux ont trop souvent servi de prétexte pour exclure des personnes de la société. On peut notamment citer l'hystérie, une maladie qui était très volontiers associée aux femmes qui faisaient un petit peu trop de vagues au goût de leur mari ou de leurs parents. L'homosexualité n'est sortie du DSM que dans les années 80, et ce sont des erreurs qu'on ne peut plus se permettre de faire. Traiter quelqu'un de pervers narcissique, ça a exactement la même valeur que le traiter de connard. En soi, ça, vous avez le droit, vous choisissez vos insultes. Pourtant, dans les articles, on en parle comme d'un véritable diagnostic. Ce n'est pas le cas. De plus, pour les esprits critiques que vous êtes, un réflexe devrait bondir dans votre esprit. C'est de l'autodiagnostic qui n'est absolument pas fiable. L'autodiagnostic est quelque chose qu'il faut toujours éviter. Et là, en l'occurrence, c'est une victime qui va elle-même faire le diagnostic de la personne qui l'a fait beaucoup souffrir. Niveau objectivité, on a quand même connu mieux. T'es quand même pas en train de dire que le fait d'être jugé parti pourrait entraîner quelques biais de perception et de jugement? Alors à mon sens, le principal inconvénient de la narration de la perversion narcissique, c'est que, à l'instar d'une cuite un lendemain de rupture, cela peut faire beaucoup de bien sur le moment, voire à très court terme. L'individu va ressentir un sentiment d'apaisement parce qu'on a mis des mots sur son histoire, des mots sur sa douleur, des mots sur sa souffrance. À moyen terme, ça va être catastrophique parce que cette narration induit tout un rapport au monde, à soi, à l'autre, à sa propre souffrance. Et ce sont ces croyances-là, ces croyances limitantes-là qui vont bloquer la suite de l'évolution de l'individu et ne vont pas favoriser à long terme sa résilience. Et c'est dommage parce que c'est ce qu'on attend d'une théorie psychologique, c'est qu'elle favorise la résilience. Et ce sont ce genre de questions sur faut-il tout dire aux patients ou non qui passionnent les comités d'éthique depuis des générations. Ce qui est clair, c'est que les réponses ne sont pas monolithiques, oui, non, vrai, faux, et qu'il y a énormément de cas par cas, énormément de nuances là-dedans, et c'est ce qui rend cette question aussi passionnante. Ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que ce sont les individus qui auraient le plus besoin d'entendre ces recadrages qui sont en réalité cérébralement, cognitivement, le moins aptes à les entendre. C'est totalement tragique, c'est vraiment tragique. Lorsque je vois les résultats des commentaires sur ma chaîne de la vidéo que j'ai fait sur le sujet, il y a énormément de gens qui réagissent de façon épidermique en disant « mais ça te voit que tu n'en as jamais rencontré », etc. et qui ne se sont pas sentis écoutés. C'est le dilemme éthique dont on avait parlé tout à l'heure, c'est le dilemme éthique qui consiste à dire face à une victime, est-ce qu'on écoute d'abord ou est-ce qu'on recadre? Est-ce qu'on donne d'abord de la maman
C'est-à-dire, oh, tu as beaucoup souffert, de l'écoute, de l'empathie, de l'accompagnement. Est-ce qu'on recadre? Est-ce qu'on dit juste simplement, c'est une modélisation au burin qui ne marche pas, qui te fait peut-être du bien à court terme, mais en fait qui te bloque? Eh ben, il faut un petit peu des deux, et il y a un espèce de dosage à faire, et chaque thérapeute, chaque professionnel va mettre un peu de maman, un peu de papa. Globalement, l'idée, c'est quand même d'abord d'accueillir toujours l'émotion, parce que le cerveau fonctionne comme ça, hein, il fonctionne d'abord sur l'émotion, et ensuite, éventuellement, dans le meilleur des cas, sur une composante rationnelle. Je dis bien dans le meilleur des cas. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, surtout lorsque le propos de la vidéo, c'est précisément de donner les informations épistémologiques sur le recadrage de comment est-ce qu'on sait et quels sont les points faibles de la notion, là où donner de l'empathie nécessiterait plutôt de se rencontrer en séance, de se rencontrer dans un rapport humain avec du feedback, ce que ne permet que difficilement une vidéo YouTube. Et les critères de diagnostic d'hyper-narcissique sont tellement flous que je pourrais mettre à peu près n'importe qui n'aime pas dedans. Surtout Donald Trump. Encore une fois, la maladie mentale est un sujet grave et pas juste un prétexte pour détester quelqu'un. Surtout que mettre un diagnostic à quelqu'un qui devrait juste s'appeler un connard, c'est un peu décrédibiliser toutes les personnes qui souffrent vraiment et qui ont besoin de soins. Tu veux dire que poser une connotation émotionnelle négative sur un terme psychologique, ce serait pas de la psychologie, mais une instrumentalisation idéologique de la psychologie? Certains psychologues écrivent des livres autour du pervers narcissique et il faut pas oublier que c'est un bon vieil argument d'autorité. C'est pas forcément parce qu'un psychologue a écrit un livre un peu dans son coin sur quelque chose que c'est forcément vrai. L'important c'est le consensus scientifique. Consensus scientifique. Il faut pas oublier qu'il y a un très fort effet marketing autour de ce terme et que par conséquent, il rapporte de l'argent. Vous imaginez même pas combien j'aime faire avec cette vidéo. Des journalistes qui essaieraient de gonfler leur audimat et leur audience en utilisant des biais émotionnels un petit peu faciles? Non, c'est très peu probable. N'importe qui peut être victime de comportements graves, douloureux et impardonnables. Être prisonnier d'une relation toxique peut être quelque chose qui peut avoir des conséquences très lourdes à long terme. Encore une fois, cette vidéo ne nie en rien les souffrances ni la crédibilité des discours. C'est assez important pour moi de le rappeler. C'est juste que le terme de pervers narcissique ne doit pas être associé à une maladie mentale, mais à une insulte comme une autre. Et là, faites-vous plaisir. Je remercie encore du fond du cœur une fois Bhaskar de la chaîne Hypnomachine d'être venu sur cette chaîne. Si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il a écrit tout un livre sur le sujet dont je vous mets la référence là. Eh ben merci pour ton invitation sur ta chaîne, c'était un vrai plaisir. Normalement la prochaine fois ce sera toi qui viendras sur la mienne et nous vous reparlerons donc d'un thème que j'avais déjà commencé à évoquer et sur lequel tu as beaucoup de choses à dire, le quotient intellectuel. Quant à vous, mes chers psychophiles, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir de vous voir plus nombreux. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pour progresser dans les vidéos, actuellement il me faut vraiment du nouveau matériel. C'est pour ça que j'ai un Tipeee ici et un Utip. Si vous avez le temps et les moyens, n'hésitez pas à laisser quelque chose, je vous serai très reconnaissante. Je me réjouis de vous retrouver, à tout bientôt, des gros becs.